Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la série Voitures de youtubeurs. Et aujourd'hui, on est avec Eddy de Smell Like Gasoline qui est venu nous présenter un peu toutes ces voitures. Les amis, j'en profite pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Carly. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Eddy, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour me présenter tes voitures et notamment ta superbe DB7. Ça me fait plaisir. Déjà, c'est la première fois que j'en vois une. Ouais. Je m'intéresse depuis très peu à la marque Aston Martin et je suis assez content de venir voir la tienne. Parce que d'après ce que j'ai compris, elle revient quand même d'un petit peu loin. Ouais, alors esthétiquement, la première fois que je l'ai vue, elle était correcte, mais il y avait un gros souci, c'est qu'il n'y avait plus le berceau avant. D'accord. Pour cause, le mécano qui l'avait pris en charge, il faisait la vérification de l'état du bas moteur. Et malheureusement, des coussinets ont fait un voyage imprévu. Et donc, ils ont tourné dans leur bielle sur l'un des cylindres. Et donc, moi, je l'ai acheté en connaissance de cause, sans vraiment savoir ce que j'allais pouvoir faire avec, mais voyant que c'était pas évident de trouver un V12 de remplacement. Et au final, ça s'est terminé par un voyage outre-Manche. Oui. Où j'ai rencontré un type par ailleurs super sympa qui m'a vendu son moteur. Je l'ai mis dans le ML qui est ma bête de somme et puis on est revenu avec. Après ça, je l'ai mis dans la bagnole et ça a fonctionné, fort heureusement. Après, sacré chantier quand même, ouais, hein, parce que swapper un V12, gros moteur. Un gros moteur, une grosse boîte. Ouais. Donc ça a fonctionné. Puis après, il y a eu forcément les petites choses qui n'allaient pas, que j'avais pas pu tester auparavant. La boîte. Que j'ai remplacé également. Pourtant, c'est une boîte manuelle. Alors, c'est une boîte manuelle, mais alors c'est une T56, une boîte très connue pour tout ce qui est swap, surtout sur du gros V8 ou plus. Hein. C'est la même boîte qu'il y a sur la Viper, par exemple. D'accord, ok. Seulement, il y a quelques fragilités, notamment sur la tringlerie, sur les fourchettes de boîte qui peuvent se tordre. Et celle-ci, elle avait deux synchros aussi bien abîmés. Et en Europe, c'est pas évident de trouver les pièces pour refaire ces boîtes, donc j'ai choisi directement de la remplacer. À part ça, il y a eu du travail sur les trains roulants, sur l'électronique, un radiateur qui a lâché, des choses comme ça. Mais le plus gros, ça a été le moteur. Clairement le remplacement du moteur. Parce qu'en gros, pour situer aux gens, toi, en fait, ton principe, c'est un peu d'acheter des voitures où il y a quelques travaux à faire dessus. Et... Il faut qu'il y ait beaucoup de travail, parce que sinon, je les achète trop cher pour mon budget. D'accord, ok. Donc voilà, celle-là, c'était... C'est ma deuxième DB7. Avec la première, ça a tourné court, on a cassé le pont et on était trop loin, j'ai rendu la voiture. Ça fait bien longtemps que j'en voulais une. Et donc voilà, voilà la raison qui fait que j'aurais du mal à la vendre. Ça. Ouais, je comprends, je comprends. En plus, elle est dans une configuration qui, en toute franchise, dès que je l'ai vue, ça fait quelque chose visuellement. En général, on aime ou on déteste. Hein. La couleur est magnifique. Moi j'aime beaucoup les configurations atypiques, donc forcément ça tu vois, on est deux. Ah ouais, c'est ma cam à 100%. Je viens de voir d'ailleurs aussi le design des jantes arrière qui est, j'ai l'impression, encore plus agressif que celle à l'avant. Regardez le design. Elles sont bien plus larges à l'arrière. Ouais, voilà, c'est ça, le bâton en fait qui est sur l'extérieur. Et on dirait qu'il y a une espèce de déport, mais que du centre de la jante. Elles sont vraiment très jolies. Et comme sur la DB9 qu'on m'avait prêtée, c'est aussi bien fourni en frein à l'avant qu'à l'arrière. Et la couleur, regardez, alors là, je sais pas, ça va bien ressortir à l'image, mais c'est quoi? C'est une espèce de vert bleuté Ils appellent ça vert amande. D'accord, vert amande. C'est la couleur traditionnelle Aston qu'on retrouvait sur les DB4 notamment. Ah ouais, là, avec les reflets du soleil, c'est super beau. On a toujours l'habitude de les voir noires ou grises. Moi, je suis un grand fan de la face avant de la voiture. À l'arrière, il y a quelques petits défauts de proportion, je trouve. D'accord. Où elle dégouline un petit peu, mais la pleine face est magnifique, je trouve. Ouais, c'est joli, hein, Il y a un peu de la DB5 quand même. Hein. On revoit un peu de la DB5. Ouais, c'est la forme de la calandre qu'ils ont pris. Hein. D'ailleurs, ça c'est une caractéristique de mon exemplaire, c'est que j'ai choisi de ne pas remettre la calandre. Oui, ce que j'allais dire, il n'y a pas de grille de calandre. Ouais. Je l'ai, c'est une calandre façon avec aluminium en plastique gris, quoi. Je la trouve pas belle en fait. Je préfère simplement avoir... alors je mettrais quelque chose d'autre sûrement que rien. Ouais. Mais je ne remettrai probablement pas la calandre d'origine. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus épuré sans l'autocollant aussi, ce sera mieux. Je suis un grand fan de l'avant de cette voiture. Et ouais, je peux comprendre. Ouais. C'est pas la plus jolie des B7 par contre. La plus belle, c'est la 6 cylindres, c'est les premières. Ah ouais, Elles sont pas pareilles? En général, de toute façon, de mon point de vue en tout cas, les premières versions des modèles, c'est toujours les plus jolies. D'accord. Celles-ci, elles ont été un peu alourdies parce qu'ils ont eu à intégrer notamment un plus gros pare-choc, les anti-brouillards qui intègrent les clignotants et ce genre de choses. Et tout ça a pris un peu d'embonpoint. La première mouture, elle est beaucoup plus épurée. Oui, il y a moins de choses en fait. Ouais. C'est moins lourd visuellement. Ouais. D'accord, ok. Mais bon, je l'aime bien quand même. On va pas se plaindre. Hein. Il y a surtout ce qui fait tout l'intérêt de la voiture. La première mouture, elle est en 6 cylindres. C'est
Un moteur d'origine Jaguar alimenté en plus suralimenté avec un compresseur. Un bon moteur qui sort pratiquement les perfs du V12. Ok. Mais il n'y a pas la sonorité ni le couple de celui-ci. Oui, oui, oui. Oh là là, il est monstrueux en taille. Et donc tu t'es tapé le délire de swapper ça toi-même. Ouais, bah on a sorti le moteur. Je crois que tout s'est fait de nuit, tu vois. Ah ouais. C'était après le boulot avec un pote pâtissier, Christophe. On avait sorti et remonté le moteur avec les grosses difficultés. C'est qu'à mi-chemin de la sortie, en fait, il faut déposer les collecteurs d'échappement à l'aller et au retour. Oh le bonheur. Donc c'est compliqué. Parce que là, il est vraiment rentré au chausse-pied. Hein. Regardez la continuité du collecteur d'admission avec le papillon. Ça vient presque frotter contre le côté de la voiture. Ouais. Il y a vraiment pas de place en fait. On dirait vraiment que c'est 2 6 cylindres en fait qu'ils ont accouplés dedans. Et le système c'est le système de pédale d'accélérateur là. Ouais, c'est les palonniers qui distribuent entre les deux papillons. C'est comme beaucoup de V12 de l'époque, hein, plutôt début 90, comme chez BMW, tout est en double. Hein. Les débitmètres, les calculateurs. Oui. De chaque côté, par exemple, il y a un module qui gère le cliquetis. D'accord. Il y a juste ensuite un système ODB pour coupler les deux. Mais ouais, il y a 2 gestions différentes. Ah ouais, quand même, c'est une œuvre d'art, je te cache pas qu'honnêtement, moi ça me terrifie. Hein. Ça me terrifie comme moteur. Je trouve ça incroyable, mais chez les autres. Voilà, ouais. C'est magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment la genèse de tous les V12 Aston qui ont été mis en production par la suite, pour ainsi dire. Hein. Donc 15 ans de production facilement. Ah oui, quand même, ouais. Et c'est un moteur très réussi. C'est les fameux moteurs qui ont été touchés par Cosworth et tout aussi, là? Ouais, ok, toujours. A priori, Cosworth, en fait, n'a pas fait de la mise au point. Ils ont juste géré l'assemblage du moteur. D'accord. Mais c'est un très bon produit Ford. Oui, voilà, c'est d'origine Ford toujours. Ouais. Ok, comme le 6 litres de la DB9, ouais. D'accord. Et là, on est sur quelle cylindrée d'ailleurs? Là, c'est un 5,9 litres. En fait, entre la DB9 et celle-là, c'est quasiment les mêmes moteurs. Quasiment les mêmes, ouais. Même en termes de puissance, hein, il y a très peu de différence. On prend la version GT de la DB7, elle sort de mémoire 20 chevaux de plus, donc 440. D'accord. Ah oui, on est très proche. Au lieu de 420, et là on se retrouve sur le territoire de la DB9. Ouais. Ah oui, bah, c'est 450, ouais, si je dis pas de bêtises, la DB9, oui, on est pas loin. Ouais. On va vous montrer un peu la config intérieure aussi, parce qu'il y a des trucs à voir, il y a des trucs à dire. Elle n'est pas noire, elle a le même intérieur que l'extérieur. ça perso, je valide. Biton, un petit cuir beige avec un petit cuir vert, c'est super beau. Le fameux bois, les sièges sont juste incroyables. Ça me fait penser presque à une voiture qui sera en édition Lacoste, comme un peu les 205. Et la petite... Ah là, c'est joli ça aussi. Hein. La petite plaque DB7 Vantage. L'intérieur est magnifique. Maintenant que tu le dis, ça ferait une bonne DB7 Roland Garros. Ouais, Roland Garros sous Lacoste, ouais, c'est marrant, ça me fait penser à ça. Ouais, peut-être même plus Roland Garros, ouais. C'est très Il y a beaucoup de cuir et de bois dans cette voiture. Hein. Même le ciel de toit, en fait, c'est du cuir retourné. Hein, oh là là, oui, d'accord. Et les quelques plastiques qu'ils ont utilisés sont pas très raffinés. Mais l'un dans l'autre, ils sont au moins faciles à trouver. C'est du composant Ford de grande série. Hein, mais ah ouais, d'accord, ok. Parce que justement, c'est ce que je me disais dans la DB9, c'est qu'il y a quasiment pas en fait de plastique. Ils ont mis du cuir partout. Et donc là, en fait, ils se sont servis tout simplement. Tu es en train de me dire que ça, on peut le retrouver chez Ford. Alors, du groupe Ford, donc c'est beaucoup de pièces Mazda et quelques pièces Ford. Ok, je comprends, ouais. Eh ben écoute, qu'est-ce que tu dirais qu'on allait faire un petit tour avec? Bon. C'est tout l'intérêt de la voiture. Ouais, perso, j'ai très envie là. Allons-y. Les amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette vidéo est sponsorisée par Carly. Pour ceux qui ne connaissent pas, Carly est un tout petit boîtier que vous branchez sur la prise diagnostique de votre voiture. En général, sous le tableau de bord. Grâce à ce boîtier, vous allez pouvoir faire pas mal de choses, comme déjà commencer par économiser beaucoup d'argent. Vous vous connectez en Bluetooth à votre petit boîtier qui, lui, va aussi se connecter à la voiture. Vous voyez, c'est en train de se produire actuellement. Et grâce à ce petit boîtier, vous allez pouvoir diagnostiquer votre voiture. C'est-à-dire que si vous avez un voyant moteur, grâce à ce boîtier, vous allez pouvoir savoir d'où ça vient sans devoir payer un diagnostic assez coûteux dans un garage. Là, on fait le test. Regardez sur cette BMW 440i, le boîtier est connecté et je vous montre un petit peu plus à l'écran. Regardez, vous pouvez donc faire du diagnostic, du contrôle de voiture d'occasion, autres fonctions, mais aussi du codage. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce qu'on va pouvoir débloquer des options que cette BMW n'a pas, comme notamment sur l'affichage tête haute ou bien encore au niveau des rétroviseurs et du stop and start. Et ça, mine de rien, c'est super cool parce que regardez,
Cette bagnole, en fait, elle est équipée du stop and start automatique. Et ça, clairement, c'est une option que je déteste parce que ça te ruine la batterie. Ça démarre, ça l'éteint, ça démarre, ça l'éteint. C'est chiant, on va pas se mentir. Et du coup, en allant dans ce menu, regardez ce que j'ai fait. Démarrage, arrêt auto, désactivé par défaut. Et bien moi, je les mets en marche. Comme ça, en marche, il est désactivé par défaut. Du coup, la voiture, maintenant, arrête de s'éteindre toutes les 5 minutes dès que je m'arrête à un feu rouge. Vous pouvez modifier pas mal d'autres trucs, comme regarder démarrage du moteur sans frein, démarrage du moteur sans embrayage quand vous avez une boîte manuelle. Vous pouvez activer les feux US, les feux Angelize, la puissance des Angelize, bref, pas mal d'options, sans parler de l'outil de diagnostic que peut vous proposer aussi ce petit boîtier. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo et en premier commentaire épinglé avec un code promo à valoir sur l'achat de votre petit Carly. C'est quelque chose que je vous recommande vivement de faire quand vous avez une voiture bien évidemment moderne ou dans les années 2000 et vous pouvez aussi vous en servir comme outil de diagnostic. Bon alors sur cette voiture c'est sympa, il y a le bouton de démarrage. Ah c'est pas vrai? Ouais. Ça aussi, si je me souviens bien, c'est une spécificité du V12, le 6 cylindres, c'était un démarrage à la clé assez standard. Et c'est d'origine là? Ouais, ils ont voulu rendre le moment un peu plus mémorable, j'imagine, pour le propriétaire. C'est génial. Et ce qui est agréable avec ce moteur notamment, c'est que quand il est froid, forcément, il tourne un peu plus vite qu'à chaud, oui. il a 1100 tours. Il n'y a absolument pas besoin d'accélérer pour manœuvrer la bagnole. Là, tu juste l'embrayage, tu vois, tu as une bonne pêche. Ah oui, génial. Sans toucher les gaz, d'accord. Intéressant. Par contre, c'est bien le seul truc qui facilite l'utilisation de la voiture. C'est une caisse assez difficile à conduire. D'accord. Le truc tout con, c'est la sensibilité des gaz. C'est absurde. C'est trop sensible. C'est hyper sensible. Par contre, ça a l'air hyper souple en suspension. C'est un bon compromis pour le coup. Ouais. C'est assez ferme hein, pour une voiture de l'époque. Fin 90, ça reste relativement ferme. Mais comme tu dis, on n'est pas sur de la supercar. Oui. Je pense que la Corvette est nettement plus dure par exemple. C'est peut-être parce que je sors de la Corvette que je la trouve confort. Alors. C'est peut-être pour ça. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus bruyante que les versions entre guillemets standards. Parce que quand j'ai acheté la boîte, j'ai aussi récupéré un moteur et un échappement. D'accord. Alors le moteur, je l'ai refait revendu. Et l'échappement, il a ce qu'ils appelaient à l'époque l'option sport qui vendait plutôt cher. Et en fait, quand j'ai eu les deux systèmes d'échappement déposés, le mien d'origine et celui que j'ai récupéré, j'ai bien rigolé parce que l'option à 4000 livres, en fait, elle consiste juste à virer 2 gamelles dans le système et les remplacer par 2 tubes droits. Des génies, c'est des génies. Voilà, donc pour avoir un truc en moins, il faut payer 4000 livres de plus. Bon, c'est un peu comme Porsche aussi qui te fait payer des options sur certaines 911 où tu payes plus cher pour avoir moins d'options et du coup moins de poids dans la voiture. Les versions allégées, bah oui. Voilà, les versions allégées, c'est en supplément. C'est bienvenue dans l'automobile de luxe. Ah, c'est fort. Ah, ces finitions, c'est incroyable. Je suis en extase sur la couleur verte du tableau de bord, du levier de vitesse. C'est bien anglais, c'est-à-dire que c'est bien présenté, mais il ne faut pas regarder de trop près. C'est fait main. Donc moi, c'est artisanal. Voilà, c'est artisanal, donc du coup, je suis très tolérant pour ça. Mais on peut pas se plaindre. Regardez le style Alcantara là, sur le ciel de toit, c'est sublime. C'est juste sublime. Et c'est une 4 places aussi. Hein. Enfin, oui, on s'est compris. Oui, voilà. Ouais. Ah ouais, mais là, il y a une quantité de cuir à l'arrière, c'est impressionnant. Hein. La planche, là, oui, jusqu'à la fin du pare-brise en fait, d'accord. À mon avis, ils ont eu peur vu les prix pratiqués sur la DB7 à la sortie, beaucoup moins cher que les Aston précédentes, qu'elle soit perçue comme une voiture au rabais. Low cost, oui. Ouais, donc ils ont quand même poursuivi les efforts sur l'intérieur et sur la présentation, sur les matériaux, pour faire en sorte qu'elle soit bien perçue. Mais ça n'a pas manqué, hein. Elle a traîné longtemps et elle traîne sûrement encore maintenant une réputation d'Aston bas de gamme. Ah ouais. Et du coup, en termes d'options, je vois siège chauffant, climatisation, le strict minimum, ouais, tout est là. Elles sont pas grand-chose ces voitures. Tu vois, le truc le plus haut de gamme, on va dire, à l'époque proposé, c'était le navigateur GPS, très mal intégré d'ailleurs dans le tableau de bord. Ah, il était ici? Ouais, il y a une version ignoble où putain, ouais, vaut mieux pas la voir. Je vois le truc, ouais. Celle-là, elle a un système audio qui est assez bon d'ailleurs, hein, optionnel, avec 2 amplis dans le coffre en plus. D'accord. Mais là, l'autoradio, il est... Là, c'est un truc pivotant. Hein. C'est d'origine, c'est un système Kenwood qui devait être très cher à l'époque. D'accord. Tu as même un système anti-vol assez marrant où tu as un transpondeur à utiliser. Tu vois ça? Ok. Et en fait, c'est la clé anti-vol. C'est-à-dire tu appuies sur le bouton, il te dit oui, je reçois le signal du bon transpondeur correspondant au poste. Ouais. Donc c'est bon, je fonctionne. Sinon, il reste bloqué. Ah oui, d'accord. Ah, ils étaient compliqués à l'époque. Ouais, mais je pense que c'était encore un système, tu sais, en France, ça devait être un truc à 15 000 francs, un truc comme ça. Ouais, ok, je vois le genre, ouais. Je
vois très bien le genre. Donc tu vois, la boîte sur cette voiture, je disais qu'elle était fragile. Ouais. Et en plus, c'est probablement l'aspect, tu vois, qui dessert le plus la voiture en termes de conduite. C'est pas une mauvaise boîte, tu vois, mais elle est pas terrible non plus. D'accord, ok. Elle est pas très bien guidée, les verrouillages sont un peu... il manque un peu de franchise. Et au final, cette voiture, elle est sûrement plus agréable en boîte auto. Ah ouais. Ouais, pour voyager et autres, déjà qu'elle manque un truc basique sur ce genre de voiture, tu te dis mais le régulateur de vitesse. Ah, il n'y en a pas? Non, ils l'ont vendu jusqu'en 2004 je crois. Ah ouais, sans régule de vitesse. Pas de régulateur de vitesse, pas en option, rien, tu peux pas l'avoir. Compliqué, oui. Il existait sur le 6 cylindres et sur le V12 visiblement ils n'ont pas eu la place de l'intégrer. D'accord. Ah, mais peut-être pas de place dans un B-moteur alors, ouais. Parce que je sais que des régulateurs de vitesse à l'époque, ça représentait quand même une belle taille surtout en fait. qu'ici on n'est pas sur du papillon électronique. Oui, donc on a les poumons en plus, x2, etc. Ça peut vite être compliqué. C'est pas impossible. Cela dit, il y a des gens en aftermarket, ils en ont installé. Oui, bah oui, après ça s'installe, ça bien sûr. Ouais. En tout cas, là, je t'avoue que je passe un très bon moment d'être en passager d'une belle DB7, là, en train de cruiser sur des magnifiques routes, parce que tu as vraiment des belles routes, hein, par contre. La boîte, encore une fois, l'étagement de la transmission est absurde. Et j'avais calculé, théoriquement, je crois qu'on peut atteindre 430 km/h avec ce rapport. Ouais. Okay, c'est le rapport de pont, il est trop long. Par exemple, là, on est en 6ème, on roule à 90 et on est à 1600 tours. Ah ouais, ok, d'accord. Effectivement. Alors, t'as encore quand même de la reprise, hein, il y a 5 litres 9. Oui, il y a du couple, ouais. Tu peux accélérer sans problème. Mais sur la GT, ils ont mis un truc beaucoup plus cohérent où en fait la VMAX, tu l'atteins quasiment au rupteur, donc c'est 305 km/h. Oui, d'accord. Celle-là, elle roule à 298. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai que si je refais le différentiel un jour, je serais très tenté de mettre le nouveau rapport. Un petit concours, ouais. En tout cas, ça a l'air d'avoir une sonorité envoûtante à l'accélération. Ça justifie l'achat d'une DB7 Vantage, la sonorité, je pense. Il faut baisser les vitres pour, on va pour baisser bien un profiter, peu, ouais. mais après de la zone rouge, moi, c'est un peu addictif, ouais, je trouve. Oui, quand même, ça se déplace plus qu'honorablement. Et par contre, c'est très coupleux, très onctueux, et ça t'amène de 1000 tours à la zone rouge de la même manière. Ça, c'est le gros plus du V12. Hein. Après, c'est pas un truc qui décoiffe pour quelqu'un qui est habitué à une voiture vraiment perf, parce que c'est lourd, hein. Ça fait une tonne 8. Mais c'est des moteurs nobles en fait, c'est des rares voitures où justement le moteur est noble et tu sens que c'est la mécanique vraiment qui te propulse, qui te procure en fait des sensations que tu ne retrouveras jamais dans des moteurs modernes. Ça c'est inimitable. Les grosses cylindrées, les gros moteurs, et en plus en boîte manuelle, que du bonheur. Bah, ce qu'ils ont fait sur l'échappement, tu vois, à la limite, je préfère ça parce que les échappements qu'ils mettaient ensuite sur les DB9, etc., elles étaient tellement travaillées que le son qui sort est certes suggestif, mais il fait un peu artificiel. Là, tu sors encore sur un truc où, on a mis un système d'échappement et ça fait un peu de bruit, tu vois. Oui, voilà, c'est assez brut. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que la DB9, on aurait dit qu'il y avait un petit peu de supplément pas naturel. Tu sens que le silencieux travaille la sonorité à la sortie. Voilà. Celle-là, t'as un truc qui sort et c'est presque par hasard. C'est ça. Et ça va bien, en général, ça va très bien. Un V12 calé comme il l'est, avec cet angle d'ouverture, ça fait toujours un joli son. Ça fait un joli son, ouais. Ah yes. Ah oui, d'accord. Rien que ça, quoi. Ouais. Et bah tu sais, cette bagnole, en fait, si on oublie le prix, la marque, etc., elle me rappelle beaucoup la M5. Il vient juste de m'envoyer une glisse quand même en DB7. Alors ça arrive sûrement peu souvent en DB7, mais c'est une bagnole qui s'y prête très bien parce que c'est un long empattement, beaucoup de couple, le différentiel à glissement limité. Qui est efficace, hein. Il fait son job. Alors il n'est pas super en forme, mais... Ah bah là en descente, il était plus qu'honorable son travail. Hein. Je m'attendais pas à celle-là. Tu as déjà essayé une M5 E39 ? Non, c'est un de mes grands regrets justement ça. Bah, je sais il que va falloir préparer ça. Ouais, je sais que toi cette voiture par contre, elle t'a ruiné la tête un peu. Ouais. Je l'ai eu pendant un moment, j'ai fait beaucoup de kilomètres en glisse. Oui, voilà. Tu m'étonnes. J'admets. Voilà, il y a des caractéristiques en commun et au final on retrouve une facilité comme ça à mettre en glisse.
Ouais, non, c'est dur de pas en abuser, c'est ça le problème. Après la série 5, l'avantage c'est que pareil, châssis long, donc du coup ça, une fois que ça se pose en glisse, en fait c'est parfaitement maîtrisable. Ouais. C'est un peu comme les Chaser, vous le savez que j'adore au Japon. La E39 est clairement la même mais côté allemand en fait. Hein. C'est pas des voitures traite, elles te donnent pas des gros coups de raquette. Non. Notamment parce que le niveau d'adhérence il est pas dingue, hein. C'est pas des voitures ultra efficaces. Et le fait qu'elles soient pas si efficaces que ça participe au plaisir de conduire. C'est ça, Moi, exactement. c'est ma vision de la chose. Hein. Ouais, Une mais bagnole totalement. qui colle 100% à la route, c'est dangereux. C'est presque dangereux. Et puis tu te lasses un peu au bout d'un moment. Bah, moi j'aime bien quand la voiture elle très vit. vite. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai toujours les pneus qu'elle avait quand j'ai acheté la voiture, tu vois. D'accord. Donc, d'abord, elle glisse de l'avant. Ah et oui, ensuite, ok. C'est bien à personne. C'est incroyable. C'est totalement absurde. Totalement absurde. J'évite de faire du transfert parce que Oh, ça doit pas connais, rigoler. Hein. Je la connais Ouais. pas très bien encore, j'ai pas souvent l'occasion de le faire. Et quand on n'a pas beaucoup de place pour découvrir la bagnole, Ouais, c'est c'est moyen. compliqué, ouais. Non, oui, je confirme parce que là, un transfert, le coup de raquette, il doit être Mais tu le sens extrêmement même violent. niveau Ouais. sonorité, comportement, que tu fais ton truc et tu pousses à peine le moteur. En Ah fait. oui, complètement. Tu vas pas du tout chercher la zone Tu mets rouge un en peu fait. de gaz et ça Et se ça passe se passe très bien. Voilà, c'est ça. Ça fait peur à personne. Non. non. Étonnamment, c'est très serein comme comportement. Ouais. Du coup, c'est bien qu'on ait pris cette voiture pour aller voir la Caprice. Oui, Si on arrive à la démarrer, tu verras que c'est complètement à l'opposé. Donc on va passer par la DB7, la Caprice et finir par la Maserati. ouais, C'est le grand 8 quoi. ouais, bah ça me va. Et le problème c'est que c'est marrant aussi de faire le con avec. J'adore avec les jantes noires comme ça, là, les triangulaires, c'est magnifique.